Alors, depuis le début de cette matinale bio, nous avons mesuré les préoccupations environnementales, les attentes des consommateurs dans le choix des aliments. Nous allons essayer de décrypter les différents modes d'affichage environnemental. Et nous allons, pour parler de tous ces dossiers, je vous présente nos invités. Solène Chambard, bonjour. Alors Solène, vous êtes chargée de l'environnement et du développement durable à l'ADEPAL. Alors l'ADEPAL, c'est une fédération des professionnels de l'industrie alimentaire. C'est à peu près 230, 260 adhérents, c'est ça? C'est ça. Voilà. Pierre Slamiche, bonjour. Alors vous êtes cofondateur d'Open Food Fact. Alors Open Food Fact, c'est un petit peu, pour faire simple et pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est un peu le Wikipédia de l'alimentation? Oui, c'est ça. C'est une base de données collaborative qui rassemble les informations sur tous les produits du monde entier. Sabine Bonneau, vous êtes en duplex avec nous. Est-ce qu'on vous a en ligne? Oui, probablement. Voilà, on vous en ligne. Alors vous êtes référente du pôle durabilité à l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture bio. Jean-Michel Péard, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur du réseau Invitation à la ferme. Alors, expliquez-nous en quelques mots ce qu'est Invitation à la ferme. Ouais, c'est assez simple. C'est un réseau de paysans bio qui font de la transformation laitière, donc qui produisent du lait de vache, de chèvre ou de brebis et qui le transforment en glace, en ultra frais ou en fromage et qui commercialisent les produits autour de chez eux. Et vous avez votre propre label, votre propre affichage environnemental. On en parlera dans un instant. On fait partie de l'expérimentation d'ADEME. Oui. Lisa Follet, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas agricultrice, vous n'êtes pas productrice bio, vous n'êtes pas industrielle de l'agroalimentaire, mais vous avez une lourde tâche dans cette émission parce que vous allez représenter les consommateurs puisque vous êtes responsable du secteur alimentation à la CLCV, donc concerné au plus haut point par tout ce qui va se dire durant cette table ronde et cette émission. Sabine Bonneau, on va commencer avec vous. On l'a vu il y a quelques minutes avec nos précédents invités, il y a de multiples facteurs qui rentrent en ligne de compte et on a l'impression quand même que ça va être très 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 compliqué de trouver un affichage environnemental qui satisfasse tout le monde. J'ai l'impression qu'on va retrouver le débat que l'on a connu il y a quelques années avec Nutri-Score. Je me trompe ou pas ? Il y aura forcément de la controverse, comme ça a été évoqué, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Sur les ACV, qui sont au départ une méthodologie qui a été conçue pour l'industrie dans les années 60, on arrive aujourd'hui à avoir des paramétrages qui permettent de refléter des enjeux environnementaux et des impacts. Par contre, sur l'agroalimentaire et notamment sur la partie amont, qui représente l'immense majorité des impacts environnementaux, je rappelle que la partie production, avant que ça ne sorte des fermes, représente 85% de la note finale en ACV. Et bien sûr, cette partie-là, qui est donc liée au vivant, comme l'a très bien expliqué Natacha Sautreau, le vivant a beaucoup de mal à rentrer même dans le carton à chapeau que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc sur cette partie-là, c'est en effet un enjeu scientifique et un enjeu de discernement pour le consommateur, mais également pour les politiques publiques, qui va être très compliqué à résoudre. Et on est, comme ça a été évoqué tout à l'heure, dans plusieurs formes paradoxales au niveau des évaluations. Donc, dans le cadre de l'expérimentation que mène l'ITAB avec Sayari et VGF, mais également avec tout un collectif d'acteurs et notamment des ONG et des représentants de la société civile, nous allons avoir à cœur de refléter les impacts qui aujourd'hui ne sont pas reflétés par les ACV. C'est bien la commande de l'expérimentation de l'ADEME et notamment la question de la biodiversité, des pesticides, mais également au-delà de ça, donc les GES, les gaz à effet de serre, qui, on en a beaucoup parlé, semblent attirer une forme de confiance aujourd'hui dans les paramétrages. Or, dans les analyses que nous avons commencé à faire, il y a des enjeux qui sont pour l'instant mal reflétés dans les paramétrages ACV, même sur cet aspect carbone. Et puis également avec une attention sur la question globale de la transition écologique que veut promouvoir ce dispositif final d'affichage environnemental, et notamment également la question des paysages. J'ai l'impression quand même, en vous écoutant et en ayant un petit peu regardé ce qui se disait autour de l'affichage environnemental depuis quelques mois, que c'est pratiquement plus simple de faire l'affichage environnemental d'un téléphone portable fabriqué en Corée du Sud que de faire l'empreinte environnementale d'une côte de bœuf. Alors, ça c'est clair. En fait, si on veut quantifier l'impact de la fabrication d'un boulon, d'un frigo ou d'un ordinateur, on est sur des schémas qui sont extrêmement simples. L'agriculture, c'est travailler sur des cycles complexes, sur du vivant,
vraiment le vivant ne se met pas en boîte, c'est très très compliqué. Et donc ça a été évoqué d'ailleurs, au final, ce qui manque aujourd'hui en ACV pour l'agriculture et pour l'alimentation devra faire l'objet de choix politiques, à la fois dans les indicateurs complémentaires et dans les pondérations des indicateurs complémentaires. Donc on est vraiment sur quelque chose qui sera aussi scientifique que possible, mais qui est quand même assez compliqué. Et par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi un enjeu qu'il faut avoir bien en tête. On parle de transition écologique urgente. Donc en gros, quel est le nouvel équilibre qu'il faut qu'on atteigne et comment on se réinvente, ce qu'a dit Monsieur Boissier. Aujourd'hui, on est dans une préoccupation en agriculture biologique qui est quels sont les grands équilibres, quels sont les grands cycles et comment on les respecte, comment on boucle les cycles. Aujourd'hui, ça a été dit au démarrage dans une très jolie vidéo avec beaucoup d'animaux en système extensif. Sans animaux, par exemple, la bio ne peut pas fonctionner. Tout simplement parce que nous avons besoin des animaux, notamment dans le cycle d'engrais pour les cultures et pour les fruits, pour les légumes, les céréales. Donc aujourd'hui, on est dans une méthode qui, pour l'instant, a pour résultat de discréditer en grande partie tous les systèmes herbagers qui sont extrêmement mal notés. Et plus un animal consomme de l'espace, donc plus il a en plus de bien-être animal, et plus il sera mal noté aujourd'hui dans cette méthode. Donc c'est pour nous aussi un des enjeux importants, comment on arrive à remettre au centre la globalité des cycles, et notamment la contribution de l'élevage dans les cycles de production. Alors, Pierre Salmiche, comment vous y prenez, vous, pour avoir toutes les informations? Parce qu'on le voit, il y a des multiples critères qui rentrent en ligne de compte. Expliquez-moi comment ça fonctionne chez vous, à Open Food Fact. Alors, du coup, Open Food Fact fait partie du consortium EcoScore. Et donc, l'EcoScore prend en compte un certain nombre de paramètres, donc notamment effectivement les données de l'ADEME, les analyses de cycle de vie, d'une part, l'origine des ingrédients, la recyclabilité de l'emballage, ainsi que le mode de production. Donc, par exemple, il y a des points positifs pour le bio dans l'EcoScore. Et du coup, on collecte ces données de plusieurs manières. Donc, d'abord des contributions citoyennes, des gens qui vont nous envoyer des photos des emballages très complètes. Ah, donc les gens dans les magasins qui font des photos, c'est pour vous alors? C'est pour ce bien commun qu'est Open Food Fact. C'est collectivement, on peut rassembler de l'information sur les produits. Et puis, on a en plus de ça une plateforme gratuite pour les producteurs qui est soutenue par Santé publique France et qui permet aux producteurs de nous envoyer en direct les informations les plus complètes sur leurs produits. Et donc, du coup, l'EcoScore pose beaucoup de questions et des producteurs ont commencé à nous envoyer ces données en direct via notre plateforme. Lisa, ça vous arrive avec votre téléphone portable de faire des photos d'emballage dans les magasins et de les envoyer à Open Food Fact? Oui, ça m'arrive, parce que je trouve que c'est intéressant justement de participer aussi à la construction des informations et puis d'avoir un esprit un peu collaboratif comme ça, donc oui. Alors, depuis le début de cette matinale, nous avons, comme on dit, des professionnels de la profession. Avec vous, on va parler des consommateurs. Ils attendent quoi aujourd'hui, les consommateurs? Quand je dis ils attendent quoi, comme si c'était une entité abstraite et à part, nous, consommateurs, nous attendons quoi? Oui, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'on a un rôle à jouer justement dans la transition écologique par les choix qu'on fait, et notamment dans notre alimentation. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un manque d'informations justement sur l'impact environnemental des produits alimentaires, et donc je pense qu'il y a une forte attente des consommateurs d'avoir un affichage environnemental qui prend en compte les critères qui sont importants pour lui, c'est-à-dire évidemment tout l'impact de tout le cycle de vie du produit, mais aussi l'origine des ingrédients, mais aussi le côté local. Il y a aussi la recyclabilité des emballages. Les consommateurs cherchent à réduire de plus en plus quand même les déchets, les emballages. Et puis il y a d'autres critères qui peuvent aussi être pris en compte, comme qui dépassent un petit peu peut-être de l'affichage environnemental pur, mais qui sont importants pour le consommateur aujourd'hui, comme le bien-être animal, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, ou encore le côté plutôt social avec la rémunération juste des producteurs. Donc tout ça, c'est des critères qui sont importants pour le consommateur et aujourd'hui qui ne sont pas forcément transparents et l'information manque pour faire des choix éclairés. Alors si on n'a pas ces informations, c'est la faute à qui? C'est la faute aux industriels, Solène Chambard, qui ne veulent pas nous donner les informations, qui ne veulent pas nous révéler les secrets de fabrication? Alors, il y a énormément d'informations et de données qui doivent être mises à disposition pour aller jusqu'à un affichage environnemental aux consommateurs. Alors, la base de données Agribalise a déjà permis de récolter énormément d'informations et de données. Nous, dans le cadre de notre expérimentation, on regarde ce qu'il y a dans cette base de données Agribalise et on confronte aux données des entreprises pour préciser un peu la donnée et les informations pour qu'elles soient le plus fiables possible. Et ensuite, on va aussi regarder quels sont les indicateurs complémentaires qui peuvent
peuvent être mises en œuvre, et notamment la biodiversité, tout comme c'est le cas un peu dans le sujet agriculture biologique. La biodiversité, aujourd'hui, on ne sait pas encore bien l'évaluer. On a des informations qualitatives, mais on doit pouvoir aussi avoir des données plutôt quantitatives pour intégrer vraiment sur un affichage environnemental ces informations-là. Et alors, dans votre expérimentation, c'est quoi? C'est des entreprises qui font des produits bio ou pas que? Pas que, en fait, on a un peu de tout. On a des entreprises spécialisées dans le bio, on a des entreprises qui font des produits conventionnels et des entreprises qui font les deux. Alors, Monsieur Péard, vous, l'affichage environnemental, vous n'avez pas attendu que tout le monde tourne autour d'une table pour essayer de définir un affichage. Vous avez créé votre propre affichage. Expliquez-moi ça. Bon, en fait, on participe à toutes les démarches qui sont mises en place dans le cadre du dispositif d'expérimentation de l'ADEME. Et comme on aime les choses simples, on s'est juste concentré sur le carbone. Donc en fait, on a mis en place ce qu'on appelle l'Écoloscore, qui est un outil qui combine à la fois des outils déjà existants. Donc sur la production laitière, l'Institut de l'élevage avait mis en place le Cap2R. Donc on a pris le Cap2R et il nous manquait une brique. Parce que sur nos fermes, en fait, on produit notre lait et on le transforme. Et la partie transformation, on ne l'avait pas. Donc, on a développé un outil pour pouvoir avoir justement l'empreinte carbone sur la partie transfo. Et en additionnant les deux, ça nous donne l'équivalent, les kilos de carbone par litre de yaourt produit ou kilo de fromage ou kilo de glace. Et ça se traduit comment? Vous avez devant vous des emballages, vous allez peut-être nous les montrer. Ouais, je sais pas trop comment ça passe à l'écran. Donc en fait, c'est tout simple. On a mis un pied, parce qu'on s'est dit que c'était quand même le plus simple pour. Donc il y a un pied orange, un pied vert. Alors, voilà, pour illustrer l'empreinte carbone. Donc il y a deux pieds. Il y a un pied qui est le pied qui correspond, donc le pied vert, à l'empreinte carbone calculée pour chacune des fermes sur du yaourt nature. On n'a pris qu'un seul produit. Et puis le pied orange qui correspond aux données qui sortent de la base Agribalise. Alors, Lisa, votre sentiment là-dessus? C'est bien ou c'est un coup de pub d'invitation à la ferme? Non, mais c'est c'est intéressant, comme d'ailleurs toutes les autres démarches qui sont présentées, comme l'EcoScore ou la démarche de la DEPAL. Mais c'est vrai que nous, ce qui est dommage de notre point de vue, c'est qu'il y a il y a beaucoup de démarches différentes qui ont toutes leurs points forts et leurs spécificités qui sont intéressantes pour le consommateur. Le problème aujourd'hui, c'est que l'objectif pour le consommateur, c'est de pouvoir comparer tous les produits d'une même catégorie en fait entre eux, de pouvoir choisir entre un jus de pomme par exemple qui est issu de l'agriculture. Le problème, si ce n'est pas obligatoire et s'il y a plusieurs logos différents, c'est que le consommateur il va complètement s'y perdre, et le but c'est que vraiment le score, cet affichage environnemental, si c'est un score, soit unique et soit présent sur l'ensemble des produits d'une même catégorie. Oui, Pierre Slamy, je vous voyais acquiescer. C'est vrai que comparer, c'est le point principal pour les consommateurs. Oui, on est parfaitement en ligne. Le consortium EcoScore est parfaitement en ligne là-dessus. C'est cet effet, c'est ce qu'on voit avec le Nutri-Score dans les rayons. Maintenant, on peut vraiment comparer les rayons. On n'a même plus besoin de dégainer son application mobile pour pouvoir choisir son plat préparé. On peut le choisir grâce au Nutri-Score. Il a fallu 5 ans quand même pour y arriver. Voilà, mais on espère que ça va aller plus vite sur l'affichage environnemental. Mais il faut cet effet de massification. Il faut que tous les produits aient un affichage environnemental pour qu'on puisse vraiment, au sein d'une catégorie de produits, pouvoir choisir le plus vertueux et aussi réorienter, peut-être réduire par exemple les quantités de viande qu'on consomme, de viande rouge, etc., pour pouvoir réduire à titre personnel son impact sur l'environnement. Nous, on espère avoir un double impact. C'est à la fois un impact sur les comportements, il y a une vertu pédagogique pour l'EcoScore, mais on espère aussi que ça va provoquer un deuxième impact plus systémique avec plein d'efforts de la part des producteurs pour améliorer les vertus écologiques de leurs produits. Alors justement, vous parliez de viande, ça tombe bien, parce que moi j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur les différents sites, les différentes expérimentations, et alors là, Solène, il y a quelque chose qui m'a sidéré, avec une marque qui est, je crois, chez vous, un Danival en l'occurrence, qui fait des plats cuisinés, qui fait notamment des raviolis. Et alors, les mêmes raviolis avec des légumes à l'intérieur sont très très bien notés. Mais ils ont vraiment des scores absolument incroyables en termes de retombées environnementales. En revanche, les mêmes raviolis traditionnels, vous savez où il y a un petit peu de viande dedans, ils ont une note catastrophique. Alors c'est quoi? Vous êtes en train de faire quoi? De nous, mine de rien, de nous faire devenir tous végétariens?
Alors, ça tombe bien que vous preniez cet exemple parce que on a justement le produit Ravioli dans le cadre de notre expérimentation. Et ça provient très probablement aussi de la base de données Agribalise. Nous, on a regardé les données qu'il y a sur cette base de données et on s'est rendu compte que parfois, en fait, au niveau de la recette, il y avait quand même des choses à affiner. Là, en l'occurrence, c'était effectivement le pourcentage de viande dans le ravioli, dans la base de données Agribalise, qui se base d'ailleurs sur des informations nutritionnelles de Sequal. On se rendait compte que la recette n'était pas tout à fait exacte et que le pourcentage de viande était beaucoup plus important, ce qui avait un gros impact sur la note. Donc effectivement, on a aussi cette part du travail, nous, de regarder quelles sont les données qu'il y a dans cette base de données Agribalise et de la confronter avec la réalité du terrain. Et est-ce que ça correspond vraiment à la recette? Est-ce que ça correspond vraiment au mode de transport de l'entreprise? Et donc, effectivement, en affinant, on se rend compte que ça peut faire varier la note finale. Ouais, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que qu'Agribalise, finalement, bon, c'est bien, ça existe, mais que c'est pas l'alpha et l'oméga pour un futur affichage environnemental? Alors, la base de données Agribalise, elle a permis beaucoup d'avancées en matière d'information environnementale et d'ACV sur les produits alimentaires. Mais effectivement, on se rend compte qu'on a quand même besoin d'affiner ces données, de les rendre plus robustes et plus fiables, plus à l'image aussi de ce qui se fait vraiment sur le terrain. Donc, c'est une part de notre travail qui porte aussi sur vraiment le retravail des données Agribalise. Dans l'idéal, il faudrait même aller jusqu'aux informations spécifiques des entreprises pour vraiment pouvoir démarquer, par exemple, si une entreprise fait des efforts pour réduire son impact carbone. Aujourd'hui, ça peut pas se retranscrire dans la base de données Agribalise puisqu'on est sur une information moyenne. Donc le consommateur, s'il a un produit dans les mains, aujourd'hui, il aura un produit qui serait noté sur une base moyenne de tous les produits du même secteur, mais pas de la donnée propre de l'entreprise. Jean-Michel Pierre, vous n'êtes pas un petit peu angoissé en ce moment, parce que là, vous avez votre propre label, votre propre logo, mais si on applique quelque chose au niveau national, notamment qui prendra en compte Agribalise et d'autres, vous allez peut-être vous retrouver mal noté et qu'un yaourt venant de votre ferme sera moins bien noté qu'un yaourt fait avec du lait d'une grande ferme industrielle du fin fond des États-Unis? Visiblement, en tout cas, quand on prend le référentiel Agribalise, c'est pas le cas en ce qui concerne la production bio. On est plutôt meilleur, en sachant qu'en plus, on a quand même il y a un point qui n'est pas pris en compte sur la partie Agribalise, qui est la compensation carbone. C'est-à-dire que sur nos fermes, on a forcément beaucoup de haies, beaucoup de prairies permanentes qui captent du carbone, et jusqu'à maintenant, avec ce référentiel-là, c'est pas comptabilisé. Et c'est vrai que c'est important, pour rebondir sur ce qui s'est dit précédemment, c'est important aussi que demain, ces facteurs-là, le fait qu'il y ait des haies, qu'il y ait des prairies permanentes, qui influent fortement sur la biodiversité. Je lisais un article de la LPO qui disait qu'il y avait 50% de la population des oiseaux qui avait disparu entre 2006 et 2017. C'est pas neutre. Ça veut dire que il faut qu'on soit capable de continuer à la fois pour stocker du carbone et puis aussi pour maintenir cette biodiversité, prendre en compte dans le futur outil. Alors nous, on voulait démarrer, on avait besoin d'un référentiel au niveau de notre réseau et on voulait se poser des questions. Et ça nous a permis au moins de mettre cet indicateur-là en place et de regarder comment il était décomposé, quels étaient les facteurs qui font qu'on émet un peu plus de carbone ou moins. Et c'est un premier outil de travail. Après, si on n'est pas bon, on se remettra en question, on s'améliorera. Je pense que les enjeux, ils sont au-delà des ventes de yaourts. Ils sont, c'est le bien commun. Donc, peu importe le résultat que nous on pourra avoir personnellement. En tout cas, on mettra tous les moyens qu'on peut sur la table pour pouvoir progresser. Sabine Bonneau, vous vouliez réagir? Oui, ce qui vient d'être dit, là, les deux dernières interventions sont vraiment très intéressantes parce qu'on voit là des opérateurs de l'agroalimentaire qui cherchent des voies d'amélioration en fait de leur score. Donc au-delà de l'affichage, qui n'est pas un processus figé, qui va être un processus dynamique, c'est bien quelles sont les améliorations que les acteurs vont engager pour améliorer leur score. Et c'est vrai que l'affichage soit volontaire ou pas d'ailleurs, on est clair qu'avec notamment le développement des applis, en toute logique, en fait, tout le monde pourra s'informer sur ce qu'il y a comme impact pour les produits. Et c'est une très bonne chose. Et il faut être clair aussi que sur la partie socle de cet affichage environnemental, qui, de par la loi, le socle, c'est l'ACV et donc, a priori, la base de données Agribalise de l'État. Aujourd'hui, les opérateurs qui veulent s'engager dans des voies d'amélioration n'ont pas forcément des voies d'amélioration aisées, donc ce qu'on appelle l'éco-conception. Par exemple, une ferme laitière qui voudrait augmenter sa consommation d'herbe pour les vaches ou pour les brebis aurait un score qui
ne s'améliore pas, au contraire qui se dégrade. Sur la question des emballages, idem, si on n'écoute que les ACV, le plastique vierge, donc vraiment l'énergie fossile juste extraite, le plastique vierge est le meilleur emballage par rapport notamment par exemple à du carton ou des choses plus recyclables. Idem sur les circuits courts, et c'est vrai que c'est un enjeu très important, le caractère local et le fait que les transports soient les plus courts possibles. Malheureusement aujourd'hui, en ACV, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter hors la base de données parce que les impacts sont absolument minimes et ne permettront pas d'orienter les choix vers de la consommation locale et vers des initiatives telles que celle qui vient d'être montrée. Par ailleurs, sur la question notamment de la viande, qui est un peu un enjeu central en fait dans toute cette affaire, sur le bouclage des cycles, sur les paysages, sur la biodiversité, sur le stockage de carbone, il y a quand même tout un tas d'enjeux qui sont reliés à l'existence d'un élevage au sein de la production agricole. Aujourd'hui, il faut voir à quel scénario de transition pousse la base Agribalyse et les ACV. Si on en croit ce type d'outils, et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir des indicateurs complémentaires pour corriger ça, le seul élevage qui devrait rester, qui a les meilleures notes, c'est le poulet industriel et le cochon industriel. Donc pas de plein air, pas de bien-être animal, pas de prairie. S'il n'y a pas de ruminants, la viande rouge, ce ne sont que des ruminants, notamment vaches et encore pire, agneaux. Agneaux a des notes absolument catastrophiques. Ces bestioles-là ne vivent que sur des espaces herbagés qui ne peuvent pas porter d'autres cultures. Si vous voulez enlever la viande rouge, vous enlevez également tous les paysages et toutes les aménités environnementales qui sont liées à ces systèmes herbagés. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir sur dans l'orientation des choix des consommateurs et l'orientation des politiques publiques, quel est l'affichage environnemental final et qu'est-ce qu'il dira de ce qui reste, de ce qui doit rester comme consommation de viande et donc comme système d'élevage derrière. Oui, alors Jean-Michel Péard, on va revenir aussi sur ce que disait Sabine il y a quelques instants. Vous, sur les pots de yaourt qu'on a devant vous, là, vous avez pris en compte le carton, l'encre sur les cartons, les pots, les opercules, etc. Oui, tout à fait. Ouais. On est parti en fait de l'herbe jusqu'au yaourt. Donc on a pris en compte déjà la partie production du lait. Donc c'est quand même pas neutre puisque c'est 50% grosso modo de l'empreinte carbone. Et puis après, effectivement, les emballages, donc les pots qui viennent d'Angers, on les a affectés, le carton qui est fabriqué en Charente, enfin ainsi de suite. Alors, tout à l'heure, Lisa, dans le précédent plateau, nous avions quelqu'un qui nous disait, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant, dans toutes ces expérimentations, dans tous ces travaux préparatoires pour un futur label environnemental, d'associer les consommateurs? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes associés à ce genre de démarche, ou est-ce que vous êtes des observateurs depuis vos bureaux à la CLCV ou chez vos confrères de UFC? Alors, on ne peut pas dire qu'on n'est pas du tout associé parce qu'on sait qu'il y a une expérimentation dans le cadre de la loi, etc. Après, il y a des démarches qui sont aussi initiées par des acteurs privés. Donc ça, forcément, on n'est pas du tout associé à ces démarches-là. Et je pense que oui, c'est très important que les consommateurs soient écoutés puisque l'affichage, il est quand même à destination des consommateurs. Donc évidemment que ça me paraît essentiel qu'ils participent à la construction de cet étiquetage. Et il y a vraiment une notion qui est importante, c'est la compréhension aussi qu'il aura et comment il l'utilisera pour faire ses choix. Et il ne faut pas qu'il y ait, comme par exemple ça a pu être le cas avec le Nutri-Score, des fausses informations qui circulent autour de ça. Donc je pense qu'il y aura besoin aussi de beaucoup de communication et d'accompagnement des consommateurs sur l'affichage qui sera retenu, comment il a été construit, qu'il y ait une transparence totale dessus et l'accompagner aussi dans l'utilisation de cet affichage. Quand on parle justement de la fiabilité des informations, Pierre Slamisch, je vous comparais tout à l'heure à Wikipédia. On a vu que sur Wikipédia, notamment il y a des exemples célèbres d'un professeur de philosophie qui avait créé un faux philosophe. Et tous les élèves avaient plongé et avaient tous fait du copier-coller pour prendre des citations de ce philosophe qui n'avait jamais existé. Comment vous prémunissez-vous des fausses informations, parce que on sait que l'univers, par exemple, des industriels est un univers sans pitié, donc on peut vous balancer des fausses infos nutritionnelles ou environnementales sur tel ou tel produit. Comment vous vérifiez? Alors déjà sur Wikipédia, des études ont montré qu'il y avait un taux de fiabilité qui était absolument impressionnant, comparable à celui de l'Encyclopédie Universalis. Sur Open Food Fact, on a la chance d'avoir l'Encyclopédie Universalis de l'alimentation. Alors, sur Open Food Fact, on a la chance d'avoir des sujets quand même beaucoup plus vérifiables, beaucoup moins polémiques, au sens où c'est pas de la géopolitique. On a des informations qui sont présentes sur les emballages, que l'on retranscrit,
Et après, par exemple, le tableau nutritionnel, on va le retranscrire et on calcule le Nutri-Score à partir du tableau nutritionnel. Donc toutes les informations sont vérifiables et on n'a pas eu de problème de vandalisme particulier. Et on a en plus, comme je le disais tout à l'heure, toute cette démarche de fiabilisation avec de la donnée qui vient directement des producteurs pour compléter cet effort citoyen. Solène Chambard, on va parler un petit peu de ce que vous représentez, les industriels. Pour bien connaître ce secteur, on sait que généralement, quand on parle de concurrence, tout le monde est d'accord, ça fait toujours un peu de bien de taper sur ses petits camarades. Dès qu'on commence à parler des secrets de fabrication, ça devient un peu plus compliqué d'avoir les informations. Et alors, dès qu'on attaque tout ce qui est du niveau de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, alors là, c'est silence radio. Pourtant, toutes les données sur comment sont traités les salariés dans les entreprises, ça peut être aussi des données importantes pour mesurer un peu l'éco-score. Est-ce que ces données-là, on va les avoir sur le bien-être des salariés dans les entreprises, par exemple dans les entreprises qui fabriquent des yaourts ou des raviolis en boîte? Alors c'est vrai que nous, en tout cas sur le sujet de l'affichage environnemental, on souhaite vraiment se focaliser sur l'impact environnemental du produit et donc on ne prend pas en compte tout ce qui est plutôt social. Sabine Bonneau. C'est vraiment une très bonne question. Il y a la question également du bien-être des producteurs, qui ne sont pas forcément la catégorie socio-professionnelle la plus à l'aise actuellement. Voilà. Donc cette question d'enjeu social, elle est sur la table, mais il nous a clairement été dit dans le cadre de l'expérimentation que ça ne rentrait pas dans les critères qui étaient recevables. Donc certains expérimentateurs vont quand même essayer d'apporter un peu d'éclairage sur ce sujet. C'est le même enjeu d'ailleurs sur la question du bien-être animal. Dont on nous a dit qu'elle ne faisait pas partie des critères qui seraient considérés comme environnementaux, bien que d'ailleurs la Commission européenne, dans la politique agricole commune, les cadrages qui ont été envoyés en début d'année, considèrent le bien-être animal comme l'un des 7 axes de la politique environnementale de l'Europe. Donc quand même, je pense que la question là-dessus se pose et que multiplier les types d'affichage et prévoir encore un nouvel affichage spécifiquement pour le bien-être animal, ça risque de rendre les choses assez compliquées. Et en tout état de cause, un des enjeux pour nous, c'est que cet affichage environnemental puisse avoir une forme de convergence, donc quelque chose de non paradoxal, avec notamment la question du bien-être animal, même s'il ne peut pas être affiché tel quel dans ce que l'État va retenir. Je reviens également sur les 2 choses qui ont été dites préalablement, sur la question des coûts. C'est-à-dire que là, on a des entreprises qui, en effet, ça va être le sens de l'histoire, vont travailler pour trouver des voies d'amélioration et améliorer leur score. Il faut être clair que les dispositifs d'affichage qui vont être élaborés devront, à notre sens, dans l'expérimentation qu'on porte, donner comme résultat des outils qui soient très facilement appropriables par les acteurs. L'agroalimentaire, ce sont majoritairement des TPE-PME qui n'ont pas de gros moyens. Et il faut être clair qu'aujourd'hui, quand on veut faire ses propres calculs, c'est très souvent entre 1 000 et 10 000 euros par produit dans une gamme. Donc ça n'est pas accessible à la plupart des opérateurs. Et il faut être très vigilant sur la manière dont ce dispositif va pouvoir être mis en place de manière opérationnelle peu coûteuse pour que les opérateurs puissent réellement s'en saisir. Là-dessus, nous, on a vraiment un très gros point de vigilance. On est, nous, sur des bases de données professionnelles, on a les licences professionnelles, on sait que ça coûte cher. Les accompagnements par des bureaux d'études coûtent cher également. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Le dernier point, c'est qu'il faut également, nous, c'est une préoccupation majeure, que tous les enjeux soient bien reflétés dans l'affichage final, et notamment puisque le focus carbone prend vraiment beaucoup d'ampleur, faire très attention, et ça, c'est quand même la normalisation européenne qui dit ça, l'enjeu carbone ne doit pas écraser les autres enjeux environnementaux. On peut être très bon et d'ailleurs vouloir améliorer sa note sur le carbone, et ça pousse à l'intensification des pratiques pour information, et être très mauvais, donc avoir des transferts d'impact sur les autres segments. Donc là-dessus, vraiment, pour nous, c'est un très grand point de vigilance. La partie carbone ne doit pas écraser le reste. Alors, vous êtes nombreux à poser les questions. On va les prendre dans un instant. Jean-Michel Perre, on va parler argent. Ça a été un budget de combien pour lancer cet affichage environnemental sur vos yaourts? Effectivement, il y a un coût qui n'est pas neutre. Nous, c'est un budget d'à peu près 60 000 € qu'on a pu financer grâce à l'aide de l'ADEME. Et puis une autre qu'on a financée à l'échelle du réseau. Alors, effectivement, nous sommes 40 fermes. Donc 40 agriculteurs qui mettent la main au portefeuille, c'est ça? Voilà, si j'avais été tout seul à vouloir le mettre en œuvre, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc l'union fait la force. C'est vrai que c'est un projet qui est structurant pour nous, parce que c'est vrai que des indicateurs économiques en production laitière, c'est pas ça qui manque.
des indicateurs donc carbone. Il y en a un qui est Cap 2R. Et pour pouvoir aller au bout du bout, il nous fallait quand même avoir notre propre outil et pour pouvoir aussi se poser des questions sur notre modèle, puisqu'aujourd'hui, nous, on a fait le pari de dire on transforme le lait de notre ferme sur notre ferme, on le commercialise autour de chez nous. Et on a le sentiment que c'est bien, que c'est plutôt dans la logique bio, mais on n'avait pas forcément les indicateurs pour nous dire si on était dans le vrai, s'il y avait des choses à améliorer et quel point. Et c'est une première étape qui nous permet justement de nous benchmarker par rapport à ce qui existe sur le marché, puisqu'aujourd'hui, plus de 95% des produits sont des produits industriels dans l'univers laitier. Et je pense que demain, il faudra faire évoluer ça de manière un peu plus homogène, on va dire, sur le territoire. Alors c'est vrai qu'on a vu un budget relativement modeste pour les agriculteurs d'invitation à la ferme. Solène Chambard, je pense que pour des entreprises un peu plus importantes. Juste pour rebondir, on va le mettre à disposition de tous les collègues. L'outil qu'on a développé, en fait, sera à disposition en ligne gratuitement. Ah bah il va vous faire de la concurrence, Pierre Slamiche, alors finalement là. L'avantage de l'EcoScore, en fait, c'est qu'on le calcule déjà sur plus de 240 000 produits. Donc, en fait, c'est la quasi-totalité des produits qui sont référencés. Et il y a, au final, très peu d'informations à fournir, même pour des TPE, des PME. Et on a cette plateforme producteur qui est gratuite aussi. Donc, l'avantage, c'est ce travail impressionnant de l'ADEME, justement, de calculer ces ACV qui sont effectivement chers pour des TPE, PME, de les avoir calculés sur autant de catégories, ce qui nous permet du coup d'afficher des éco-scores, même sur les entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un ACV personnalisé. Solène Chambard, effectivement, les industriels et les TPE, PME qui sont adhérentes de la DEPAL vont devoir là clairement mettre la main au portefeuille, et pour elles, ça risque de coûter un peu plus cher quand même. Là, c'est déjà le cas. Nous, dans le cadre de l'expérimentation, on est effectivement sur un budget un peu plus élevé, mais assez similaire à celui de Invitation à la ferme. C'est beaucoup des PME qui sont adhérents chez nous. Et donc là, on a pu mutualiser aussi parce que on est un collectif de plusieurs syndicats. Donc on a pu mettre en commun nos ressources pour faire ce projet. Mais à l'échelle d'une PME toute seule, c'est effectivement un gros budget de pouvoir mettre en place une expérimentation sur l'affichage environnemental. Alors là, il y a de très nombreuses questions. Je vais par exemple une question de Yves. Ne faudrait-il pas travailler par filière pour une évaluation plus pragmatique, plus pour les filières de produits, par exemple, pour vous, Jean-Michel? Je suis d'accord avec Yves. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, on a aussi des contraintes, des données qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des filières, et puis des enjeux aussi derrière, parce que c'est bien d'avoir des indicateurs. Après, faut-il encore être capable de les commenter et de prendre les bonnes décisions derrière. Et des fois, on se rend compte que il n'y a pas forcément d'évidence là tout de suite maintenant. Est-ce qu'il faut replanter, 20% de haies en plus, faire de l'agroforesterie dans des parcelles de 10 hectares qui étaient dédiées uniquement à des céréales ou à du pâturage. Enfin, il y a des choix qui sont pas neutres. Et plus on est nombreux à décider et à phosphorer, plus on a des chances de faire les bons choix. Alors, une question de Marion. Selon les experts, sous quel délai pourrait-on avoir le nouvel outil incluant tous les indicateurs, analyse cycle de vie, biodiversité, stockage carbone, résidus de pesticides? Pierre Slamiche. Alors, moi, je peux parler pour l'Agribalise et pour l'EcoScore. Donc, Agribalise, il faut savoir que ce n'est pas uniquement le carbone. Ça prend aussi 14 autres indicateurs, par exemple l'eutrophisation, etc. Et sur l'EcoScore, il est disponible gratuitement pour tous dès maintenant. Donc, voilà, ça, et qui prend en compte des choses comme la biodiversité. On prend par exemple en compte le label bio. On prend en compte l'origine des ingrédients. Donc, on a une solution qui est transparente, dont la méthodologie est transparente et qui est totalement gratuite, qu'on met à disposition en tout cas de tous. Et une question de Catherine aussi. Est-ce que vous prenez en compte les différents modes de distribution? Parce que c'est clair que distribuer dans une grande surface ou chez des petits commerçants indépendants ou dans les fermes ou ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose.
Alors les modes de distribution, en fait, ça impliquerait d'avoir des données personnelles sur les utilisateurs, ce qui est un peu embêtant. C'est-à-dire que très concrètement, même au sein de la grande distribution, par exemple, une glace qui est vendue à Paris ou qui est vendue dans un petit village de l'Aveyron, il y a des questions de transport, le dernier kilomètre jusqu'au consommateur final, qui sont difficiles à appréhender, quel que soit le système. Après, nous, on milite en faveur des circuits courts et des fruits et légumes de saison, typiquement, qui ont un impact environnemental moins élevé que du coup tout ce qui est cultivé sous serre ou qui est hors saison. Lisa, c'est pas un problème ça justement, parce que on va avoir de la transparence surtout de la fourche à la fourchette, sauf qu'il y a un petit endroit où il n'y aura pas de transparence, c'est entre le moment où il arrivera de l'usine par exemple, ou de la ferme de Jean-Michel Péard, et le moment où on l'aura dans l'assiette. La partie distribution, ça on ne doit pas savoir. On ne doit pas savoir si c'est des camions qui ont traversé toute la France, si c'est arrivé dans le centre de Paris par des péniches, ce qui se fait maintenant. C'est un problème, non? Mais je pense que le transport, c'est un des critères qui doit être pris en compte dans le calcul de ce score, de cet affichage environnemental, et qui doit évidemment être reflété par le score. Donc il faut que la distribution joue le jeu, hein. C'est indispensable. C'est un des critères, je pense, parmi tous les autres qui doivent être pris en compte aussi dans le calcul, le transport évidemment. Après, le transport est une part assez faible. Au final, il est inclus, il est pris en compte dans Agribalise. Ça reste une part assez faible de l'impact carbone des produits. Et le dernier kilomètre est une part encore plus faible. Donc du coup, ça permet, on a déjà une très bonne idée de l'impact environnemental des produits. Et effectivement, si on peut décarboner le dernier kilomètre, c'est encore mieux. Sabine Bonneau. Cette question des transports, elle est déjà incluse dans Agribalise, en ACV. Malheureusement, ce que ça dit, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le transport en impact réel environnemental, ça pour le coup, c'est facile à quantifier, contrairement aux enjeux qui sont liés au vivant. Là, on est sur des transports, donc des flux assez simples. Les transports, si on le prend brutalement tel que ça sort des analyses, ne pèsent pas. Ils pèsent quelques pourcentages simplement du score ACV d'Agribalise. Donc en fait, et c'est pour ça qu'un des enjeux, c'est aussi, si on a une volonté politique de souveraineté alimentaire, on doit faire en sorte, via des indicateurs complémentaires, que cette question du transport soit surpondérée. Mais dans ces cas-là, et c'est d'ailleurs ce que fait le collectif d'Open Food Facts, c'est surpondéré par rapport à la réalité. Aujourd'hui, quand on est sur de la distribution très locale, on n'est pas forcément meilleur, on est souvent moins bon que des transports massifiés par camion ou par cargo de l'autre bout du monde. Donc là-dessus, grande attention. Et par rapport à ce qu'on disait également tout à l'heure sur l'analyse de cycle de vie, qui est le socle de cet affichage en éco-conception par les opérateurs, nous on le voit aujourd'hui puisqu'on est en contact avec des acteurs de l'agroalimentaire qui travaillent sur cette base pour améliorer leurs pratiques et donc leur futur score. C'est qu'aujourd'hui, en tous les cas, sur les systèmes biologiques et les systèmes extensifs, on se retrouve dans des paradoxes et même des impasses d'éco-conception, avec notamment des recommandations des personnes et des structures qui accompagnent les entreprises qui sont du niveau de est-ce qu'on pourrait juste augmenter le rendement. Donc pas vraiment dans le sens de quelque chose de plus environnemental. Et je rappelle quand même que l'INRAE, qui a travaillé là-dessus, a publié l'an dernier une étude qui explique que l'ACV, je vous le cite, évalue les systèmes agroécologiques de manière inadéquate. Donc on a vraiment un très grand enjeu de ne pas prendre la base Agribalise telle qu'elle est aujourd'hui et d'arriver à pousser l'étude même des ACV, des paramétrages et du moteur des ACV pour améliorer la façon dont les choses sont calculées. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure, tout un tas d'enjeux ne sont pas dedans, et notamment l'éléphant au milieu de la pièce, ce sont clairement les pesticides qui comptent pour entre 1 pour 1000 et 1% du score final. Donc ça n'est pas possible en alimentation et en agriculture. Alors on va continuer des questions. Bien, une question pour vous, Solène Chambard. La représentante de l'ADEPAL peut-elle préciser le pourcentage ou nombre d'entreprises bio parmi ces 260 adhérents? Alors, non, j'ai pas le chiffre en tête. Non, je n'ai pas le chiffre. Mais on sent qu'il y a quand même, c'est un secteur qui commence à rentrer. Parce qu'on avait tendance à une certaine époque à présenter l'ADEPAL un peu comme le grand Satan, c'était les représentants de l'industrie et que de l'industrie. C'est plus tout à fait le cas. On parlait d'Anival tout à l'heure. Oui, en fait, il y a des entreprises qui font que du bio et qui sont adhérents chez nous parce que ils sont adhérents par rapport aux produits et à la filière. Et on a beaucoup d'entreprises et même de plus en plus qui font les deux. Ça devient le bio aujourd'hui, c'est un marché quasi indispensable. Et donc, il y a une très grande majorité des entreprises qui ont aussi une gamme de produits bio. Alors, Jean-Michel Péard, question qui est indirectement pour vous.
Est-ce qu'on peut arriver, c'est une question de Claudie, à supprimer l'emballage parce qu'il y a aussi des enjeux environnementaux avec les emballages, même si on a des emballages recyclables. En ce moment, on n'arrête pas de nous dire que la solution, c'est le vrac. Alors en ce moment, on voit tous les gens avec leurs sacs en papier mettre leurs bananes séchées ou leurs amandes dans des sacs en papier. Est-ce qu'un jour, on pourra imaginer du yaourt en vrac ? C'est déjà le cas, hein, c'est même pas de l'imagination, hein, c'est la réalité. Donc effectivement, ce qui est vraiment intéressant quand on commence à rentrer dans ces démarches-là, c'est qu'on se pose des questions. Et il y a plein de réponses. Et qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont à construire. Donc nous, comme d'autres acteurs, on a mis en place un projet qui s'appelle Déballer, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas au top. On a des pots en plastique qui permettent de vendre les produits. Il y a une cartonnette, alors c'est un emballage recyclable. Le pot en plastique, il est en polypro, donc il est aussi recyclable, le plastique en polypro. Il y a une opercule en aluminium, donc tout ça, c'est des matériaux qui sont recyclables, mais à la limite, c'est toujours le même adage, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas. Et donc, on a mis en place un projet qui s'appelle Déballer. Alors ça marche comment ? Ça marche tout simplement de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on livre dans des points de vente, donc des magasins bio, des GMS, on livre des seaux de yaourt, charge au consommateur de venir avec son propre contenant, donc souvent des bocaux en verre, et puis la crémière va verser donc le yaourt à 500 grammes, 1 kilo. C'est un peu vintage ce que vous nous racontez, ça nous rappelle la ferme où on allait prendre son lait il y a quelques années. Ouais. On n'invente rien, on essaye de faire en sorte justement de diminuer notre empreinte écologique, et pour le faire, effectivement, il y a des choses qui peuvent, alors ça ne concerne pas tout le monde, parce qu'il faut quand même être un peu militant pour faire ce genre de choses, mais ça commence à prendre, surtout dans les magasins bio. Lisa, vous en pensez quoi, vous, à la CLCV de ça? Parce que en dehors du côté sympa, du côté on n'a pas d'emballage, on met ça dans des pots en verre qu'on a gardés du coup précédent, il y a des problèmes sanitaires, non? Parce que c'est quand même de l'ultra frais. Il ne faudrait pas que pour préserver l'environnement, on se retrouve avec de la listeria ou de la salmonelle? Oui, évidemment, il faut faire attention au côté sanitaire, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une volonté du consommateur de réduire ses emballages, d'aller vers le vrac, etc. Il y a la possibilité d'apporter son propre emballage, donc je pense que c'est une bonne initiative, et que évidemment il y a des notions d'hygiène et à faire attention, évidemment, mais c'est je pense une bonne solution, une bonne proposition. Alors une question sans doute pour vous, Sabine. Div, comment sont prises en compte les questions de régénération des sols et des méthodes culturales pour parvenir au score? Alors aujourd'hui, c'est ce qui a été évoqué, la question santé des sols, donc santé de tout ce qui est écosystème du sol, richesse du sol, matière organique du sol, stockage de carbone dans les sols n'est pas prise en compte du tout. Donc c'est un des enjeux sur lesquels on essaye de réfléchir à la manière d'incorporer cet élément-là, parce que c'est vrai que si on est très sensible aux questions d'effondrement de la biodiversité terrestre ou aérienne, les mammifères, les insectes, les oiseaux, il y a quand même toute une partie de la biodiversité, c'est même la majeure partie qui est dans les sols et qui est invisible, donc beaucoup plus mal connue, beaucoup plus mal évaluée en tous les cas, et dans ce système de scoring, elle n'est pas présente. Donc oui, c'est un très gros enjeu dans la partie impact positif de l'agriculture. Ça fait partie des sujets qui doivent être sur la table de l'affichage environnemental. Alors une question pour vous, Pierre. L'EcoScore présenté sur Open Food Fact donne la note A à une compote de pommes avec des pommes ayant reçu sans doute 35 traitements. Est-ce normal? Alors, les compotes sont... Question de Claude. Oui, les compotes ont un impact environnemental beaucoup plus modéré que, par exemple, de la viande rouge, etc. Donc, on a ce bonus pour le bio, mais on a des produits qui ont un très faible impact environnemental, quel que soit le mode de production. Parce que là, quand même, 35 traitements, ça fait peur, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a 35 traitements, si le producteur affirme 35 traitements sur l'emballage, mais en tout cas, certaines catégories de produits, par essence, ont un faible impact environnemental. C'est-à-dire que des fruits et légumes, par exemple, de saison, etc., et les compotes de pommes, c'est du fruit, vont avoir un impact clairement moins élevé que des viandes, que des choses qui sont plus problématiques, comme le cacao, ce genre de choses. Sabine Bonneau, votre sentiment là-dessus?
Oui, bah écoutez, je peux répondre facilement parce que je produis des pommes et j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, notamment avec des pommes conventionnelles. Je vous confirme qu'il y a très souvent au-delà de 30 traitements pendant une saison de végétation sur les pommes. Ça fait partie des produits extrêmement traités. Ce qui nous est répondu aujourd'hui, alors les pesticides, comme je vous l'ai dit, ne sont pas inclus dans les calculs en ACV. Ils sont quasiment invisibles. Donc c'est un enjeu environnemental majeur qui manque aujourd'hui dans Agribalise. On ne peut pas dire une pomme, Agribalise nous dit que le score est bon parce que c'est un végétal. Sinon, la seule chose qu'on pourrait tirer de la base de données ACV Agribalise, ce serait de dire les fruits et légumes, c'est bien, les céréales, c'est bien aussi, c'est des notes A. Les produits animaux intermédiaires, donc l'œuf, le lait, les yaourts, les produits laitiers, c'est grosso modo C. Et puis après, tout ce qui est viande rouge, c'est mauvais, c'est E. Mais dans ces cas-là, c'est pas un outil utile. Si vous ne pouvez pas discriminer entre des pommes ultra traitées et des pommes donc qui ont reçu beaucoup de pesticides, qui ont impacté l'environnement, les masses d'eau, les riverains, etc., et une compote de pommes bio, il y a réellement un problème. Et je pense que ça fait partie de l'expérimentation d'arriver à discriminer à l'intérieur des catégories sur des produits qui sont très impactants concernant les fruits, mais également concernant par exemple le raisin ou le vin, et concernant également les légumes, qui font partie des produits extrêmement traités. Pierre ? Oui, et c'est ce système de bonus-malus qu'a l'EcoScore, précisément pour pouvoir valoriser ces produits qui prennent en compte la biodiversité, tous les produits bio, par exemple, qui font tout ce travail sur la biodiversité. J'apporte une précision qui est que tous les produits végétaux, quasiment, sont A, quel que soit leur mode de production, donc le bonus ne suffit pas, en fait, pour discriminer. Pierre, je posais la question tout à l'heure à Solène Chambard sur le côté, les produits végétaux, les produits alimentaires plutôt végétaux sont bien notés, ceux avec des produits carnés sont mal notés. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous préparer des générations et des générations de végétariens ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous préparer, mine de rien, l'esprit, de dire, attendez, manger une côte de bœuf, c'est mal ? Alors déjà, je me souviens au Salon de l'agriculture il y a quelques années, Interbef qui parlait de flexitarisme. Donc c'était il y a 2 ans. C'est même pas, voilà, c'est même pas. Nous, je pense que les jeunes générations ne nous ont même pas attendus pour basculer vers du flexitarisme ou du végétarisme. Et c'est probablement générationnel. Et l'EcoScore et Agribalise ont des vertus pédagogiques. Ça permet de situer les choses. Et après, se nourrir, c'est un acte quotidien. C'est-à-dire qu'on a 1000 repas. Si on prend petit déjeuner, déjeuner, dîner, il y a 1000 repas par an. Donc c'est un choix quotidien. Et il ne s'agit pas d'éliminer du jour au lendemain la viande. C'est pas le propos. Mais en tout cas, de permettre d'avoir l'impact. De la même manière qu'on ne va pas arrêter de manger des tartines de Nutella parce qu'elles sont Nutri-Score E, mais ça permet d'avoir une notion relative de l'impact des choses, soit sur la santé avec le Nutri-Score, soit sur l'environnement avec l'EcoScore. Ouf, ma pâte à tartiner est sauvée. Moi, pour conclure cette émission, j'ai 2 petites questions à vous poser. Tout d'abord, Lisa, cet étiquetage, je vais y arriver, environnemental, doit-il être comme le Nutri-Score sur la base du volontariat ou obligatoire ? On en pense quoi, la CLCV ? Quand on voit que l'affichage Nutri-Score n'est pas obligatoire justement et qu'il est présent, alors de plus en plus sur les produits, mais quasiment ça dépend des gammes de produits, mais sur certaines gammes de produits, il est présent sur un produit sur 2. Donc le consommateur, il ne pourra pas comparer les produits alors que c'est justement le but de ce score-là. Donc j'ai envie de dire dans ce cas-là qu'il faudrait que ça soit malheureusement obligatoire et un peu contraignant pour les fabricants pour que ça soit utile pour le consommateur. Et puis alors, à vous deux, Jean-Michel, Solène, on parlait à l'instant avec Lisa de Nutri-Score. 5 ans de bagarre homérique pour savoir si on allait faire des pyramides, des ronds, des rectangles, des carrés. Ça a été, Solène, vous en souvenez, c'était un cauchemar cette histoire. Aujourd'hui, cet affichage environnemental, vous le voyez, parce qu'on nous dit le législateur pourrait se pencher là-dessus et donner sa réponse à la fin de l'année. Il faudrait que ça arrive vite ou on est reparti pour des bagarres sans fin, Jean-Michel ? J'en sais absolument rien. Nous, on a fait le choix d'avancer à notre niveau. Voilà, les enjeux, ils nous concernent tous et ils sont maintenant. Je pense qu'il faut aller vite quand même. Il faut effectivement bien définir l'indicateur pour que ça soit cohérent. Si ça s'appelle affichage environnemental, il faut que ça prenne en compte effectivement toutes les données qui ont un impact sur l'environnement, que ça soit cohérent. Et après, pour moi, il faut aller vite parce que l'alimentation, c'est un vrai levier pour changer les pratiques agricoles.
Et pour ça, le législateur doit accélérer, à mon sens, les choses. Alors, Solène, on termine avec vous. Donc, vous, ce sera prêt dans combien de temps? Vous faites des expérimentations, les résultats, tout ça, ça peut se mettre en place rapidement? Nous, en fait, effectivement, comme on expérimente, on se rend compte que le problème est quand même très complexe. Et pour mettre en place un affichage environnemental, il faut que les données soient robustes et fiables et que, par exemple, les indicateurs soient vérifiés scientifiquement. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'initiatives et même nous, on réfléchit à la manière dont on pourrait, par exemple, mieux noter la biodiversité. Mais c'est vrai que on a besoin quand même d'avoir une robustesse scientifique derrière et on a besoin aussi que ça puisse être vérifiable. Encore une fois, là, on est sur des données moyennes, donc effectivement, il y a une base de données qui existe. Mais si on en vient à avoir des informations plus précises, des entreprises qui vont renseigner leurs données et qui vont permettre aussi d'avoir des informations plus fiables, qui vont aussi discriminer les produits et mettre plus en valeur les entreprises ou les acteurs qui mettent en place des démarches d'éco-conception. Il faut aussi pouvoir le vérifier derrière. Et on se rend compte que les données sont énormes, donc il faut pouvoir le vérifier. On va dire qu'il faut donner du temps au temps. Ce sera le mot de la fin. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir participé à cette table ronde. Dans un instant, on va retrouver pour la conclusion de cette matinale bio Philippe Henry, le président de l'agence bio. Mais avant cela, on va terminer notre petit tour de France de la France bio. Et cette fois, direction la région Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez de la terre à l'assiette avec l'agence bio. Donc on est une coopérative d'activités et un groupement coopératif qui réunit une cinquantaine d'activités dans la distribution et la transformation de produits bio et locaux. La complexité logistique, c'est de collecter des produits et de les livrer en même temps. Des producteurs qui évitent du coup de rentrer en centre-ville avec chacun leur véhicule pour livrer toutes les épiceries du groupement. Et donc en fait, on arrive quand même à avoir un bilan carbone qu'on n'a pas encore mesuré, mais qui est sans doute bien meilleur que des livraisons individuelles pour chaque magasin. Donc aujourd'hui, chaque épicerie est indépendante dans le choix de ses fournisseurs, de ses producteurs. On refuse de mettre en place une centrale d'achat. Ce système logistique nous permet justement de pallier à ça et d'augmenter la part des produits en circuit court, bio et locaux dans chacune des épiceries. C'était de la terre à l'assiette avec l'agence bio.